Le. Merci de vous être abonné. Merci de vous être abonné. Eh bien, passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Une lettre envoyée par Delcy Rodriguez, considérée comme présidente intérimaire au Venezuela. Dans cette transition, elle envoie une lettre aux États-Unis, qu'elle adresse aussi au monde et dont nous allons voir les détails. Mais serait-elle en train de sortir le drapeau blanc, pour ainsi dire déjà ? Elle dit vouloir coopérer avec les États-Unis. D'après ce que l'on sait, il y a la lettre écrite en anglais et, envoyée évidemment aux États-Unis. Évidemment, cela confirmerait ce que disait le New York Times, n'est-ce pas ? Le New York Times disait qu'il y avait déjà eu une série de rapprochements entre Delcy et les États-Unis. Au Qatar, non, et qu'ils étaient parvenus à un accord, mais que s'il s'agissait d'une transition, les accords n'étaient pas encore très clairs. Oui, sinon non. Mais cela avait été fait par le Qatar en ce moment. Cela confirmerait en quelque sorte que la situation a eu lieu. Probablement depuis avant, c'est-à-dire que la décision avait été prise sans que, évidemment, Maduro le sache, elle avait apparemment déjà été prise auparavant. Mais que sait-on ? Que dit la lettre ? On est passé de « faites-le vous-même, voici les clés ». Voilà. Le Venezuela, dit-il, réaffirme sa volonté de paix et de coexistence. Notre pays souhaite vivre sans menaces extérieures, dans le respect et la coopération internationale. Nous croyons que la paix mondiale se construit d'abord en garantissant la paix de chaque nation. Nous jugeons prioritaire d'avancer vers une relation internationale équilibrée et respectueuse entre les États-Unis, le Venezuela et les pays de la région. Merci fondé sur l'égalité souveraine et la non-ingérence, ces principes guident notre diplomatie, comme c'est le cas pour le reste des pays du monde. Nous invitons le gouvernement des États-Unis à travailler conjointement sur un programme de coopération axé sur le développement partagé, pour une légalité internationale et renforcer une coexistence communautaire durable. Président Donald Trump, notre pays et notre région méritent la paix et le dialogue, pas la guerre. Cela a toujours été la position du président Nicolás Maduro et c'est celle de toute la Venezuela en ce moment. C'est la Venezuela en laquelle je crois et à laquelle j'ai consacré ma vie. Je rêve que le Venezuela devienne une grande puissance où tous les Vénézuéliens de bonne volonté se retrouvent. Le Venezuela a droit à la paix, au développement, à sa souveraineté et à son avenir. Delcy Rodriguez, présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela. Eh bien, un peu aussi ambigu. Ambigu, sinon totalement. Elle gagne du temps. Totalement ambiguë, je pense qu'elle gagne du temps, mais bon. Certains assurent que c'est une stratégie non seulement pour gagner du temps, mais aussi pour effectuer des mouvements internes suffisamment rapides afin d'essayer de contrôler les éventuelles ruptures internes. Il faut se rappeler et observer ce qui s'est passé dans l'après-midi, avec les mouvements qui ont lieu ou qui se déroulent à l'intérieur du Venezuela, avec des collectifs. On nous a transmis des images que, évidemment, nous ne pouvons pas révéler la source et nous n'allons évidemment pas le faire. Mais j'ai déjà des images où l'on voit des militaires donner des armes aux collectifs, des armes longues. C'est-à-dire qu'évidemment, il se passe quelque chose à l'intérieur et ce qui est dit à l'extérieur est tout à fait différent. Une totale méfiance envers ce mouvement du oui, il devrait le prouver avec eux. En plus, c'est très ambigu de dire si nous allons collaborer. Mais il continue de mentionner que Maduro est le président. Il continue de dire que oui, parce que d'abord il y a la souveraineté, et que d'abord c'est ici, que d'abord c'est là-bas. Il dit... Eh bien, en effet, il semble qu'on ne comprenne pas, et en plus, il est totalement illogique de parler de souveraineté. Quand ? Eh bien, en ce moment, il y a essentiellement un conflit. Il y a un conflit entre deux pays, un conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Dans ce cas, au moins avec les dirigeants de ce régime. Et évidemment, ici aussi, la façon dont il fait le commentaire attire l'attention. Il y a donc plusieurs images, j'aimerais en publier quelques-unes et vous montrer à peu près ce qui a été observé sur ce sujet. Parce que cela montrerait ce que nous voyons déjà tout à l'heure, certains collectifs en train de s'organiser, des collectifs qui montreraient
une certaine organisation par là. Tu m'as envoyé une image récemment avec de nombreux collectifs, mais je ne sais pas si c'est toi qui me l'as envoyée. Oui, c'est bien celle-là, non? C'est-à-dire, on voit déjà des images comme celle-ci, où ils sont tous alignés. Cela se passe à Bella-Sarte ou près de là à Caracas, là à Bella-Sartes. À 7 heures, heure locale du Venezuela, on observe des mouvements massifs, de grands mouvements. De ces motards qui font partie du régime et qui s'occupent souvent de faire le sale boulot. Dans laquelle, eh bien maintenant qu'ils seront en train de travailler, bon, mais allons-y, hein, tranquille. La tranquillité n'est pas ce que projettent ces groupes. Nous allons voir d'autres images qu'on nous a partagées, mais évidemment c'est quelque chose de terrible, non? Qu'est-ce qu'on sait d'autre à ce sujet? Nous cherchons aussi à comprendre ce que c'est. Demain, aux États-Unis, une réunion très importante doit avoir lieu sur ce sujet. Le Venezuela, ce sera au Capitole à 17h30, heure de Washington District de Columbia. Il faudrait vérifier l'heure pour chaque pays. Et voilà, ça va avoir lieu. Marco Rubio, Pijas Pambondi, John Radcliffe de la CIA et Dan Klein Duncan, c'est ça? Dans le pouvoir législatif, il y aura le Comité des affaires étrangères de la Chambre et celui des relations extérieures du Sénat. Le Comité des services armés du Sénat et celui de la Chambre des représentants. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ont invité ceux-ci au Congrès parce que le Congrès était très mécontent. Parce qu'en gros, eh bien, ils l'ont caché, ils ne l'ont pas caché aux sénateurs, ce qui allait se passer au Venezuela. Et donc, Mike Johnson va y aller, qui est le président de la Chambre, le speaker de la Chambre. Jack M. Jeffries va aussi y aller. Lui, il est représentant de la minorité, il est démocrate. John Thurn, chef de la majorité au Sénat. John Estes, Chuck Schumer, des démocrates. Rick Rafford, président du comité du renseignement de la Chambre. Et Jim Himes, son membre le plus haut placé. Sam Cotton, président du comité du renseignement du Sénat. Et Mark Warner, membre le plus haut placé du comité du renseignement du Sénat. Nous allons voir ce qui se passe là-bas parce qu'ils ont vraiment franchi la limite, n'est-ce pas? Fondamentalement, avec cette décision, le gouvernement de Donald Trump, c'est un sujet qui était déjà prévisible. Mais bon, ils l'ont fait de manière inattendue. De manière inattendue, et bon, sans en informer personne. Des députés étaient d'accord, d'autres étaient en désaccord. Mais maintenant, ils seront pris en compte, au moins pour cela. D'après ce qui est rapporté, ces images nous ont été montrées sous plusieurs angles. Comment il y a donc si ce mouvement, nous allons voir, là on peut apercevoir ces personnes qui entrent parmi les militaires et des civils apparents. Ils sont en train de descendre des armes d'une voiture, une voiture qui se trouve là au fond à gauche, n'est-ce pas? Et il y a un groupe de personnes sur le côté droit qui reçoivent des armes longues. Ceci fait partie des images d'aujourd'hui, qui seraient, ou qui sont supposément, sont d'aujourd'hui. Avec le chaos actuel, il est difficile de confirmer si elles datent d'aujourd'hui. Disons que supposément cela serait en train de se passer, évidemment. Ici aussi, d'autres images avec des armes longues circulent aujourd'hui sur Twitter. Dans différents rapports, on a vu ces opérations de ces groupes avec des armes longues à différents endroits. Ici, on nous a aussi écrit depuis le Venezuela en nous avertissant de ce qui se passe dans ce genre de mouvement, de groupes qui, eh bien, fonctionnent comme des gangs, fonctionnent parfois comme des paramilitaires. Ce sont des situations terribles. Maintenant, le rapport du New York Times affirmait que Delcio Rodriguez était presque parvenu à un accord, mais l'accord n'a pas été conclu. C'est-à-dire, selon eux, l'accord n'a pas fini par se concrétiser, il n'a pas pu être obtenu. Mais il y avait déjà un rapprochement, cela veut dire qu'on essayait déjà d'établir un contact. En dehors ou en prenant en compte un Maduro, disons, en dehors donc du régime. Fondamentalement non. Alors, eh bien, qui sait jusqu'où cela va aller? Si l'accord qu'il essaie de faire, c'est eh bien simplement des mots, ou est-ce qu'ils vont vraiment chercher une coordination? Pour une transition, il ne parle pas de transition dans le message. Non, il ne parle pas de transition. Non. Je veux dire, il continue à parler de Maduro comme président. Elle, curieusement, un sujet qui a été commenté par certains experts, c'est qu'on la déclare déjà présidente par intérim, c'est le titre qu'ils utilisent, mais avec un article différent de celui qui l'oblige à organiser des élections dans les 30 jours.
En ce moment, elle est dans un mode, disons, au lieu d'utiliser l'article 228, elle a utilisé le 229 qui lui permet de prolonger sa présidence pendant 90 jours, c'est-à-dire la meilleure dans cette situation. Économiser du temps pendant 90 jours sans bouger. Et si elle pouvait rester là un bon moment? Eh bien, parce que je pensais qu'elle n'allait rester qu'un petit moment et qu'ensuite il y aurait des élections. Écoutons Donald Trump parler du sujet du Venezuela. La prochaine question est, qui dirige le Venezuela en ce moment? Avez-vous parlé au nouveau président investi, Ter Rodriguez, et quelles sont vos impressions sur toute cette situation? Vous avez dit que les États-Unis dirigeraient le Venezuela? Nous traitons avec les personnes concernées et celles récemment soutenues. Ne me demandez pas qui est responsable, car ma réponse serait très controversée. Est-ce que ça veut dire que ça signifie... Que c'est nous qui sommes responsables? As-tu la question suivante? D'accord, je l'ai fait, bien sûr, pas sans détour. Nous sommes responsables du Venezuela. Non, parce qu'il lui pose une question sur Delcy Rodriguez et il lui dit « Il vaut mieux ne pas me poser cette question parce que ça va être controversé. » Et il lui dit « Quelle est la réponse ?» Et il lui dit « Eh bien que nous sommes aux commandes, c'est-à-dire qu'ils sont aux commandes du Venezuela. » Du moins, c'est ce qu'affirme Donald Trump. Et bon, il y a aussi un autre enregistrement auquel il fait référence, on l'a déjà entendu, non? De qui? De Colombie? Des Cuba. De Cuba? Ah oui, eh bien parfois, et de là il m'est arrivé ce qui est arrivé. Nous allons écouter un enregistrement audio lié à Cuba avec des propos de Donald Trump. Comment l'as-tu vu? Ah, que Cuba est prêt à tomber, tu sais? Cuba a l'air prêt à tomber. Je ne sais pas s'ils peuvent tenir, mais Cuba... Dit Cuba. Eh bien, il est sur le point de tomber, il est au bord de tomber. Il n'y a aucun moyen que ce soit durable. Il n'avait qu'une seule source de revenus importante, qui était celle du Venezuela. Maintenant, il n'a plus de revenus, et donc il dit que Cuba serait sur le point de tomber. Voyons voir s'il manque autre chose dans l'audio. Attends, je te dis, et il dit ce qui suit. Et il y a beaucoup de grands Américains cubains qui vont être très heureux. Il dit, eh bien, en gros, c'est que Cuba est sur le point de tomber. Il y a beaucoup de Cubano-Américains aux États-Unis qui seraient très heureux de cette situation. Et il y avait déjà, par exemple, des experts qui disaient qu'avec seulement les sanctions, à cause des pétroliers, le gouvernement cubain était déjà en difficulté car il n'avait plus accès au pétrole du Venezuela. Et aussi, un point qui attire l'attention, c'est qu'une grande partie de ceux qui auraient perdu la vie, ce qui a été dit est juste car le nombre réel est 40, même si le gouvernement ne l'a pas annoncé officiellement. Mais parmi ces 40 personnes qui auraient perdu la vie au Venezuela, 32 seraient des Cubains morts au combat, qui seraient essentiellement chargés de la sécurité de Nicolas. Où la plupart des morts étaient en fait des Cubains. Il y avait des Cubains parmi les 40, pas seulement 32. Un décret a été émis par le bureau du président Miguel Díaz-Canel où il a déclaré 2 jours de deuil national, indiquant que les Cubains présents au Venezuela, ils sont tombés après une résistance acharnée lors d'un combat direct contre les agresseurs et à cause du bombardement des installations. Mais bon, on dit qu'il y a encore d'autres militaires qui sont toujours là en attente parce que le gouvernement du Venezuela ne... Des chiffres officiels, non. Il ne les a pas donnés, mais bon. Pour l'instant, officiellement, ils sont 40. J'ai d'autres informations qui parlent de 20 de plus, donc ça ferait 60. Mais comme cela n'est pas confirmé, nous allons donc rester attentifs à cette question importante. Eh bien, voilà le sujet, nous allons rester attentifs à ce thème. Mais évidemment, c'est en quelque sorte une partie de ce qui se passe. C'est une situation, disons, dans la lignée de oui, eh bien oui, disons-le. Le surréaliste, parce qu'au moins à ce stade, il ne semblait pas que tout allait tourner aussi vite. Mais la situation s'est accélérée. Ici, en plaisantant, on disait « Et les prochains, ce sera qui ? Le Nicaragua, Cuba ou celui-ci ?» Eh bien, on dirait que oui, non ? On dirait que oui, enfin bon. Il y en a 2 dans... La liste sans vraiment avoir à faire grand-chose, parce que là, évidemment, c'est déjà une crise sur une crise. Pas une crise sur une crise, donc c'est évidemment terrible. Et bon, passons donc à d'autres sujets, d'autres questions également importantes.
Remarquez qu'il y a un autre commentaire assez intéressant, un autre enregistrement audio. Ceci est un enregistrement audio qui vient des États-Unis, de Donald Trump, mais dans celui-ci, il fait un commentaire sur la Colombie, Sur Petro? sur Petro spécifiquement. Écoutons-le. Dirigé par un homme malade qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Et il ne va pas le faire très longtemps, laissez-moi vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas le faire très longtemps? Il ne le fait pas très longtemps. Il a des moulins à cocaïne et des usines à cocaïne. Il ne va pas le faire très longtemps. Il y aura une opération des États-Unis. Et ça me va très bien. Eh bien, si tu veux, D'accord. Il affirme que, la Colombie est dirigée par un homme très malade et il parle en fait essentiellement de Gustavo Petro, même s'il ne dit pas son nom. Il l'a accusé de produire et vendre ce qu'il appelait de la cocaïne, alors que ce n'était plus le cas depuis longtemps. Et à ce sujet, la journaliste lui demande s'il y aura une opération des États-Unis en Colombie et il répond « Eh bien, ça me semble plutôt bien ». Aujourd'hui, Petro est aussi sorti. Audacieux, non? Il a aussi commenté. oui, exactement, tant qu'il ne se met pas à chanter Crazy War. Oui, sortir les machettes, mais qu'il ne chante pas. Oui, commenter ce qu'il veut, mais qu'il ne chante pas Crazy War, parce que là, ça devient intense. Trump aussi, bon, passons à d'autres sujets. Edmundo González, le candidat et président élu du Venezuela, qui a dû fuir ce pays avec 70% des voix en sa faveur, a dû s'enfuir. En ce moment même, il est en train de donner un message, oui. Exactement, un message où il rappelle qu'il ne peut pas y avoir de véritable transition démocratique si tous les prisonniers politiques détenus actuellement par le chavisme ne sont pas libérés. Parmi eux, son gendre d'ailleurs, qui est là depuis plus d'1 an sans aucune autre raison que d'être le gendre d'Edmundo González. Et donc, il a rappelé cela, n'est-ce pas? Il a aussi rappelé qu'ils ont gagné à la majorité. Parce qu'au final, même si Trump et Marco Rubio disent que c'est à court terme, je ne sais pas quoi, ils ont déjà vécu une élection et ils l'ont déjà gagnée. Et donc ce message est lancé au moment où il devait l'être, non, c'est-à-dire qu'il fallait évidemment le lancer. Le message est, une affaire dont parlait aujourd'hui Marco Rubio. Qu'il trouve cette idée fantastique. Et qu'il la connaît depuis longtemps. Cette Maria Corina, qui est une personne fantastique, je ne sais quoi, et qui est prix Nobel, tout ce que tu veux. Mais bon, eux, ils voient à court terme, c'est-à-dire, ils regardent comment ça fonctionne en ce moment, qui est-ce qu'ils peuvent mettre à la tête. Comme ça, rapidement. Cela, évidemment, ça fait suspecter, parce qu'il y a déjà des rapports. Il n'y a pas de rapport des médias américains qui assurent que l'intention serait, de laisser Adelcy ou quelqu'un du régime. Et ce serait, un point très étrange, n'est-ce pas? Où tu laisses un régime là-bas. Et au final, tu laisses la population avec le même gouvernement. Horrible, ils ne se soucient pas de leur population. Exactement. Donc il est très clair qu'ici, il y a des intérêts qui vont bien au-delà de la démocratie ou des intérêts économiques. Nous verrons, espérons que tout se passe bien, car ce qui compte, c'est le bien-être des gens. Mais évidemment, il y a une crainte que cela puisse être différent et qu'il n'y ait pas d'évolution. Disons comme on le souhaiterait exactement. Et un autre sujet qui attire l'attention, au final, ces guerres servent aussi de test pour beaucoup d'armements en cours de développement. Il s'agit d'un radar anti-furtif chinois qui a échoué au Venezuela et cela a été largement relayé dans les médias taïwanais. Ils sont parmi les principaux concernés en cas de guerre, d'un affrontement avec la Chine, et voilà. D'après ce que l'on sait, un radar de fabrication chinoise est tombé en panne au Venezuela lors de l'opération des États-Unis. Ce samedi, les États-Unis ont neutralisé les défenses aériennes et capturé les dirigeants du Venezuela en moins de 30 minutes. Je crois que tout a duré environ 1 heure et un peu plus, mais ils les avaient déjà très rapidement. Et les systèmes de fabrication chinoise avaient été présentés comme un système de défense aérienne le plus puissant d'Amérique du Sud. Cela n'a servi à rien. Après cet échec, certains les voient comme une décoration coûteuse. Non, ils n'ont servi à rien. Et celui-ci? La Chine envisage-t-elle des changements? Quel changement elle va faire là-bas? Pourquoi? Par ailleurs, ces hélicoptères qu'ils ont utilisés sont équipés d'un système anti-attaque très intéressant. C'est-à-dire, on raconte que tout à l'heure, on voyait un témoignage. C'est qu'on nous a montré beaucoup d'images très dures, extrêmement dures. Oui, de tout.
Comme c'est comme tout, littéralement, tout comme ça s'est passé. Mais il y a une personne, un soldat qui était dans un hôpital. Nous avons vu et entendu le témoignage de cette personne. Et il dit qu'il allait tirer avec les javelins. Il me semble que c'était ça. Il allait tirer sur les hélicoptères. Et soudain, il a entendu comme une sorte de sifflement, non? Il n'entendait que ça, et puis, soudain, les bombes ont commencé à tomber. Ces hélicoptères ont en plus un système en dessous qui utilise un laser, donc il raconte qu'avec ça, ils détectent n'importe quel tir qu'on leur fait. Et tu sais que certains utilisent une sorte de fusée éclairante, non? Oui, mais ceux-là en particulier ont un autre système, ils lancent des choses super chaudes, mais qui ne brillent pas, alors tu vois l'avion voler la nuit et tu ne sais jamais où ils sont. Parce qu'en réalité, les lancements de ces petits objets sont super chauds, mais ils ne brillent pas. Alors, tu veux dire que les radars ou plutôt comme le capteur de chaleur qui suit le missile, eh bien, il part dans une autre direction et tire sur ces petits, disons, objets chauds qu'il lance, et donc ils explosent. Et plusieurs technologies ont aussi été testées, mais on ne nous a pas dit lesquelles, on sait juste que plusieurs technologies ont été testées. Dans ce mouvement, eh bien, disons, il y a des armes secrètes utilisées dans le cadre de ces mouvements. Jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont dit. Donc vous spéculez en ce moment ? Oui, par exemple, l'armement qu'ils ont utilisé, eh bien, Trump dit qu'ils ont utilisé quelque chose pour éteindre toutes les lumières du sud de Caracas. Eh bien là, dans une vidéo d'une streameuse qui fait un enregistrement, un live depuis son téléphone portable, et littéralement, d'une seconde à l'autre, tout devient noir, tout s'éteint. Oui. Exactement. Donc on a utilisé, disons, ce type d'arme. Là, il faut être attentif à toute cette affaire. Bon, passons à d'autres sujets. Pas seulement celui-ci. Demain, Maduro et son épouse Cilia auront leur première comparution devant le tribunal fédéral de Manhattan. En ce moment, il est dans la même prison que Luigi Mandione, où se trouve aussi Puff Daddy, ou comme vous l'appelez, parce qu'il changeait souvent de nom, Odiri. Dans cette même prison, il y avait aussi Maxwell, l'ex-petit ami de Jeffrey Epstein. Il y avait aussi Chapo Guzman et l'un des terroristes, enfin celui qui a survécu, seulement le terroriste de l'affaire de Boston, du marathon de Boston, le jeune, le plus jeune. Eh bien, il y a eu là-bas des personnages vraiment très dangereux. Dans cette prison, il y a aussi Sam Backman, celui des crypto-monnaies. Ah, parfait. Lui aussi, il est là. C'est la seule prison fédérale à New York, non? Exact. Alors? Eh bien oui. Il y a eu vraiment toutes sortes de personnages. Oui. En ce moment, c'est le fils de Nicolas Nicolasito qui est vraiment très énervé. Il a été essentiellement furieux, essayant de trouver qui étaient les traîtres, ceux qui travaillaient pour la CIA. Qui travaille pour la CIA? Eh bien, c'est la question, j'imagine, des gens les plus proches. Les membres de la famille de Maduro, ceux du cercle le plus proche, essaieront sûrement de découvrir qui c'était. Mais ils peuvent aussi avoir les jours comptés, aussi dans le sens légal. En parlant du fait qu'ils pourraient aussi prendre des mesures contre certains des personnages ou des membres de la famille les plus proches de Maduro. Oui, eh bien, l'une des accusations est contre lui. Il ne reste plus qu'à l'attraper et il ira aussi, tout comme son père, exactement. Le fait est que je pense aussi qu'en ce moment, à ce stade, sûrement Nicolás Maduro perd déjà du pouvoir en l'absence de son père. Non, c'est totalement différent maintenant, le personnage est déjà tombé. Alors le reste peut évidemment se compliquer, surtout pour les plus proches, pour la famille, surtout s'il voulait vraiment négocier. Rodriguez, j'ai aussi de gros doutes sur sa réelle volonté de le faire. Mais bon, passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Passons à d'autres sujets. Ce qui se passe en Iran attire vraiment beaucoup mon attention parce que, eh bien, il est sorti, il a marché là-bas. Pour commencer, il serait sur le point de quitter le pays, c'est-à-dire il est sorti, il a marché et il serait en train de préparer sa sortie, sa fuite, en raison de la situation telle qu'elle est en fin d'après-midi. Je vous ai dit qu'il y avait 174 villes et villages qui ont été, en protestation.
Mais c'est déjà énorme au niveau des émeutes et de la rébellion, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'est aggravé en quelques heures. En ce moment, la situation a explosé, la situation est terrible. Malheureusement, ils attaquent aussi davantage les gens, ils tirent sur plus de personnes, il y a plus de victimes, malheureusement, et la situation devient totalement incontrôlable. Passons aux détails de ce qui se passe. Regardez, j'ai marché, et j'aurai déjà un plan de fuite, ce serait vers la Russie. Selon un rapport divulgué, le guide suprême prépare déjà sa fuite vers Moscou, d'après le rapport des services de renseignement cité par The Times. Ce personnage-là, je suis sorti, j'ai marché. Le soi-disant guide suprême affirme qu'il a préparé une fuite au cas où les manifestations massives continueraient à devenir incontrôlables. Et il semble tout à fait que cela va continuer à être hors de contrôle. Malheureusement, il y a déjà 20 personnes qui ont perdu la vie, y compris des membres qui seraient proches de lui, proches de cette personne, proches de celui-ci. Je suis sorti, j'ai marché. Qui ont aussi été, déjà poursuivis, en gros, non. La nouvelle arrive dans un contexte de forte tension sociale, où, il y a aussi la question de la capture de Maduro. Cela peut entraîner un effet domino sur d'autres sujets, pas seulement vers Cuba et la région, mais aussi sur d'autres situations. Les médias le rapportent d'une manière très différente. Le sujet de la Corée du Nord, il m'a semblé que le lancement de ces 2 missiles par la Corée du Nord était comme une stratégie. Comme pour dire, ici moi, je suis bien en alerte et j'ai bien la capacité de tirer. Parce qu'au final, c'est un autre personnage dont on a aussi beaucoup parlé hier, tout le monde parlait de Maduro. Selon le plan B, comme ils appellent cela, le régime n'a plus entièrement confiance en son propre appareil répressif interne. C'est-à-dire beaucoup de groupes militaires qui normalement sont extrêmement durs envers la population, sont beaucoup plus calmes. Et regardez, cela semble très grave, les 20 personnes qui ont perdu la vie, mais à ce stade, lors d'autres manifestations, ici nous avons déjà parlé de centaines de personnes, soit blessées, soit décédées. Si les autres années, lorsqu'il y a eu des attaques violentes, pour moins de troubles que ceux-ci, ils ont été bien plus répressifs. Il faut se rappeler ce qui s'est passé quand cette jeune fille a enlevé son voile devant la police. La quantité de répression qu'il y a eu après, à partir de là, c'est depuis ce moment-là. Je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la population d'Iran, parce qu'à partir de là, le mécontentement a été continu. Et ils ont dû changer intérieurement, ils ont changé de président, un président un peu plus modéré. Il y a eu un changement de loi en octobre de l'année dernière pour voir si cela calmait les choses, où ils n'arrêtent de plus les femmes à cause du voile, du moins en théorie, mais la méfiance vient du fait qu'en ce moment ces groupes répressifs, surtout ceux de l'armée proche de lui. La garde révolutionnaire dirigée par l'ayatollah rend l'armée puissante et grande. Ils n'ont plus de capacité, alors sur qui vont-ils tirer? Sur leurs propres enfants, à leur propre famille, à leurs propres voisins, parce que ce sont eux-mêmes qui protestent, c'est-à-dire ce sont leurs propres familles. Pour beaucoup d'entre eux, il y a eu de nombreux cas où il y a des blessés et il s'avère que ce sont des personnes très proches du régime. C'est-à-dire il y a vraiment une volonté de changement de l'intérieur. Khamenei a voulu minimiser publiquement les troubles, mais en même temps, il a indiqué que la répression allait s'intensifier. La situation coïncide également avec 2 opérations clandestines, dont certaines sont favorables au régime pour tenter d'attaquer ces groupes. Il y a actuellement des services de renseignement de pays favorables à l'Iran qui tentent d'attaquer ceux qui manifestent afin de soutenir le régime. Et maintenant, d'un autre côté, il y a aussi des opérations de groupes ennemis de l'Iran qui agissent contre l'Iran et soutiennent les manifestations. Là-bas, il y a une guerre, c'est essentiellement une guerre interne, une guerre hybride assez intense qui se déroule en Iran. Mais c'est une réalité, je veux dire, la partie guerre se vit dans certains points clés qui te marqueront ainsi. Mais au niveau national, regardez maintenant combien de zones sont déjà impliquées dans le conflit. C'est sûr qu'elles sont signalées. Il y a 20 personnes décédées, 50 blessés. En 8 jours, les manifestations sont passées de 174 localités à 222 localités dans tout le pays, 222 localités, 78 villes, 26 provinces et d'autres régions. Plus petites, des petites zones vraiment minuscules. Cette fois vraiment rurales, non mais c'est impressionnant ce qui s'est passé.
76 villes, des localités déjà réparties, dans d'autres encore plus petites. Parmi les 20 personnes décédées, l'une d'elles est un policier, les 19 autres sont des civils, n'est-ce pas? Parmi ces 19 civils, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, et il y a un bon petit garçon, un gamin, un adolescent, disons, de 15 ans, n'est-ce pas? La répression la plus dure a eu lieu à Malakaché. Malakacha est bien une province de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, où les forces de sécurité avaient éliminé uniquement dans cette zone-là. En une seule journée, 5 personnes ont été tuées et 30 autres blessées. Ce n'était pas avec des coups ni avec des balles en caoutchouc, c'était littéralement avec de vraies armes, c'est-à-dire avec des armes à feu réelles. Les étudiants et les universités sont en première ligne. Des protestations étudiantes sont signalées dans 17 universités, il y a un activisme croissant de la jeunesse en Iran et une répression brutale. Le grand bazar, ce grand marché qui se trouve en Iran, qui reste actuellement fermé. Au fait, est-ce que ce sont ceux de là-bas? Les commerçants ont toujours été favorables au régime et, comme nous l'avons déjà mentionné cette fois-ci, ils sont totalement opposés au régime. Et donc ils deviennent de plus en plus en colère, de plus en plus. En ce moment même, il y a également eu des coupures d'Internet, des blocages de certains sites. Dans de nombreuses régions, la communication devient difficile en général. Par exemple, l'envoi d'informations, même par message texte, ne fonctionne pas. On cherche à avoir un contrôle total de la population en ce moment. Pendant ce temps, le prince exilé Pahlavi a honoré les morts et promis justice, dit-il. Nous punirons les responsables. Eh bien, d'autre part, le leader kurde, Abdullahi Mahdi, a également condamné le régime. Merci, il faudra voir ce que dit la Syrie, ce que dit le Liban, ce que dit Israël. Que va-t-il arriver à tous ceux présents, à tous les pays en Irak comme le Pakistan? De l'autre côté, quelle position vont-ils prendre dans ce sens? Selon les dénonciations, il y a 582 arrestations dont 70 seraient des mineurs. Beaucoup d'entre eux viennent de Yassouj et d'autres villes comme Sberzban, Ispahan et Sagheda. Même s'ils sont en pleine crise. En même temps, une autre crise se vit, celle d'une monnaie qui n'a pratiquement aucune valeur. Et la crise, celle que nous connaissons déjà concernant l'eau, n'est-ce pas? C'est une autre situation qui cette année s'annonce comme la pire année en ce qui concerne la crise de l'eau. Ça va être un sujet très difficile, mais bon, passons à un autre sujet, celui de l'Iran. Mais c'est incroyable, non? Les protections sont en train de s'étendre, pratiquement dans tout le pays. Les pays de l'OTAN se prépareraient-ils à un conflit dans l'Arctique? On penserait plutôt à la Baltique. Eh bien, d'après ce qui est rapporté, les pays de l'OTAN prévoiraient non que les défis ne viendraient pas de la Baltique, mais plutôt de l'Arctique. Le rapport affirme que l'OTAN cherche à se protéger contre une possible guerre dans l'Arctique, où plus de 2000 véhicules blindés 6x6 Patria auraient été produits à pleine vitesse pour être prêts, et il ne s'agit pas seulement de ce type d'armement et de véhicules blindés. Voyons si nous avons ici l'image de ces 6x6, non. Voilà, donc ce ne sont pas des 4x4, ce sont des 6x6. Ce sont ces véhicules, oui, plus petits, non, voilà. Ce type de véhicule est assemblé rapidement dans le cadre du programme lancé en 2020, une collaboration entre la Finlande et la Lettonie. Ce consortium militaire, qui inclut la Suède, l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, la Norvège, a passé des commandes de plusieurs millions. L'Allemagne est devenue le plus grand acheteur avec une commande de 876 unités pour 2,3 milliards de dollars. La Suède en aurait commandé 415 et le Danemark 129. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et la Norvège négociaient leur entrée afin de disposer également de ce type d'armement. Mais cela ne concerne qu'un seul type de véhicule. Les commandes de plusieurs millions touchent aussi d'autres secteurs.
La Lettonie a aussi envoyé au moins 42 de leurs véhicules en Ukraine, où ils ont été déployés pour traverser la toundra. Par exemple, pour résister aux mines terrestres, ils ont aussi la capacité de supporter le feu d'artillerie. Ils sont également dotés d'une capacité anti-artillerie. Ce modèle Patria, ce type de blindé de l'entreprise finlandaise responsable, est un 666, particulièrement efficace dans la neige profonde, dans les marécages comme ceux que l'on trouve en Ukraine, dans toute la partie est, ainsi que sur les terrains gelés. Ils peuvent avancer très facilement, ils ont de bonnes capacités internes, ce type de blindé peut transporter 10 soldats. En plus de résister aux mines et à l'artillerie, il permet de monter un armement lourd. De plus, il est amphibie, il peut opérer sur l'eau sans problème et fonctionner même à moins 40 degrés Fahrenheit. Eh bien, c'est essentiellement comme être là-bas au pôle Nord. Eh bien, cela, avec l'intégration maintenant de drones, va amener des drones sur place pour déployer toute une série de choses impressionnantes. Il montre que l'objectif, d'ici 1 an de plus, 2027, est que tout soit déjà opérationnel. Il y a beaucoup de théories selon lesquelles il pourrait y avoir une tentative de mouvement vers la Baltique ou vers l'Arctique. Mais n'importe lequel de ces endroits impliquerait un conflit armé entre l'OTAN et la Russie. Espérons que cela n'atteindra pas ce niveau, mais évidemment là. L'intention semble être d'aller dans cette direction, dans cette zone, qui est actuellement la plus problématique. En ce qui concerne le potentiel de guerre, en parlant à l'échelle mondiale, et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Eh bien, aujourd'hui, on informe que tout d'un coup, l'Ukraine a utilisé des voitures piégées, notamment au Kremlin à Moscou. Aujourd'hui, un militaire ukrainien a été blessé par l'explosion d'une voiture piégée à Kiev. C'est ce qu'indique la police, elle enquête sur cet attentat, voilà. Le véhicule a explosé dans le quartier d'Oblonsky lorsque le militaire a ouvert le coffre de sa voiture. Selon le responsable de l'enquête, une enquête préliminaire sur l'explosion a été ouverte. Celle-ci est définie au paragraphe 1 de l'article 158 du Code pénal ukrainien, considéré comme un acte terroriste, c'est-à-dire la commission d'une explosion ou d'un autre acte mettant en danger la vie ou la santé des personnes. Eh bien, c'est quelque chose qui est en train d'être enquêté en ce moment. La Russie aussi a ses espions, pas ses saboteurs, à l'intérieur de Kiev. Bien sûr, il y a aussi des guerres internes, également avec les services de renseignement, n'est-ce pas? Salutations à Louis, comment vas-tu? Roble, c'est bien de savoir que tu vas bien, Roble. Comment as-tu été? Il demandait un ça il y a peu. Salut Adilson, ça va? Au feu Mendez. Très bonne salutation à Francisco Arce, à toute la communauté qui nous regarde. Merci beaucoup de nous accompagner. Eh bien, alors, qui va être là? Nous avons également un enregistrement audio de Trump interrogé sur Poutine. À propos du sujet des drones qui avaient attaqué, enfin qui selon lui auraient attaqué sa résidence, l'une de ses résidences, parce qu'il en a beaucoup. Eh bien, d'après ce que dit Trump, c'est-à-dire, non, enfin, selon Trump, l'attaque n'a pas eu lieu, c'est-à-dire l'attaque contre la maison. Et c'est ce qu'on vous disait ici, non? C'était clair que c'était une invention. Même ce jour-là, quand ils ont publié le rapport, il y avait des drones partout, sauf dans la zone de la maison où se trouve le manoir de ce Poutine. Alors, tout à coup, c'est comme si Labro l'avait sorti, non? Labro n'a pas sorti cette supposée attaque contre la maison de Poutine, simplement parce que c'était commode. Même Trump a commencé à aller dans son sens, parce que maintenant Morita est entré en jeu, il suit tout ce que dit la Russie. Mais à un moment donné, on lui a tiré les oreilles, ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve d'une quelconque attaque contre la maison de Poutine. Et donc il reconnaît maintenant ce traumatisme. Ou l'audio, parce que je ne l'ai pas, mais je l'ai perdu. Mais ce serait bien de l'écouter. Juste pour voir comment ça s'est passé. Parce que là, comme on dit, où on a voulu faire passer ce récit qu'il y avait là, eh bien, un coup de feu. La résidence de Poutine, dit l'Ukraine, n'a pas été visée lors de l'attaque de drones, contrairement à ce qu'affirme le Kremlin. Le président Donald Trump a déclaré aujourd'hui aux journalistes que des responsables de la sécurité des États-Unis ont déterminé que l'Ukraine n'a pas attaqué une résidence appartenant au président Vladimir Poutine lors d'une attaque de drone la semaine dernière. Eh bien, écoutons cet enregistrement audio.
le président de l'Ukraine, Zelensky, s'il a été celui qui a mené cette attaque contre la résidence. Je ne pense pas que cette attaque ait eu lieu. Donc, Poutine a dit au téléphone, quand il vous a appelé, que cette attaque avait eu lieu. Tu vois, il est sorti et il a dit ça. Et tu as cru, Poutine? Y a-t-il eu un critique? Quelque chose s'est passé près d'ici, mais ce n'était pas lié. Pourquoi tu penses? Il dit. Eh bien, tu étais en colère contre Zelensky parce qu'il aurait soi-disant tiré sur une maison de Poutine. Il dit, eh bien, ça n'est jamais arrivé. Et il lui dit, eh bien, qu'il s'est passé quelque chose dans les environs, mais rien à voir avec des drones attaquant la maison de Poutine. En gros, avec ça, toute cette idée tombe à l'eau, toute cette idée qu'il dit. Je ne crois pas que cette attaque ait eu lieu, a déclaré Trump aux journalistes dimanche à leur retour à Washington. Rappelez-vous que Trump était à Mar-a-Lago, là-bas en Floride. Il venait littéralement de voir Zelensky. Exactement, je ne parle pas de maintenant. Maintenant, il est à Mar-a-Lago et ils sont déjà en route pour retourner à Washington. Et là-bas, Oui, c'est là-bas que toute cette mention a lieu, que le voyage vers Washington se fait, donc c'est là qu'on évoque déjà ce sujet. Donc, eh bien, c'est aussi important. Et donc, puisque nous sommes sur ces sujets, la police de Lettonie est également impliquée pour examiner cette question. La police lettonnette est montée à bord d'un navire après la rupture d'un câble de télécommunication en mer Baltique. Encore une fois ces affaires, où apparemment il s'agit d'une sorte d'attaque hybride, cette fois-ci dans cette région. Voyons si nous pouvons le voir à l'écran, dans cette zone, ici en Lettonie, mais dans la mer Baltique, la police lettonne aurait fait ce mouvement. Le câble sous-marin de télécommunication a été endommagé ce week-end, dans la mer Baltique. Les enquêteurs ont commencé à observer quel navire était passé par là pour déterminer qui avait détruit ce navire. Ce câble sous-marin de télécommunication a été sectionné d'après les rapports. Ils ont trouvé un navire qui serait impliqué. Il me semble que c'est celui-ci qui est ici, et voilà, eh bien, ce navire qui l'arrête. Maintenant, d'après ce que l'on sait, le Centre national de gestion des crises de Lituanie a assuré que le câble va de Esvento et de Lituanie jusqu'à Liepāja ou le Bāja. Cela est bien également là-bas en Lettonie. Maintenant, ce sont deux villes côtières, séparées par 65 km, environ 40 miles, et il y a un câble qui traverse et relie les deux villes. Pour l'instant, il n'est pas clair si le navire a eu quelque chose à voir avec cela ou non, car cela devra être enquêté. Et nous en parlerons plus en détail plus tard. Dans d'autres informations plus détaillées sur ce qui pourrait arriver en janvier, on confirme la période difficile de janvier. Les disputes en ce qui concerne les questions économiques peuvent être très courantes à cause des dépenses, parce que parfois il y a un peu moins de travail, peu importe la raison. Mais voici quelques conseils, et j'espère que vous pourrez nous laisser d'autres astuces dans les commentaires en écrivant ce que vous recommandez de faire face à la pente de janvier. Ce moment est souvent synonyme de beaucoup de dépenses, mais en même temps, eh bien, tout augmente. Les prix augmentent, les revenus stagnent, l'inflation, etc. N'est-ce pas le « voici quelques points à prendre en compte ». Non, ces points. Ce qu'ils cherchent, c'est d'éviter que la pente de janvier soit trop difficile, n'est-ce pas? L'objectif est de traverser janvier, février et mars sereinement, puis d'aborder l'année avec plus d'énergie. Premier point. Tout d'abord, il est important de savoir clairement quels sont les revenus réels, combien tu dépenses réellement et surtout combien il faut noter. Tous les revenus, il faut les écrire. Le loyer, l'électricité, l'eau, même certaines choses variables, comme les loisirs, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, tu sais où tu peux réduire un peu le premier mois, et tu veux juste ça, pour pouvoir y aller un peu plus tranquillement. Ainsi, tu peux voir plus clairement les fuites d'argent et où il y a de vraies opportunités pour faire des ajustements. Sans être trop brusque, d'accord?
Et la deuxième chose serait de prioriser les dettes à taux d'intérêt élevé, celles qui, augmentent très vite et te coûtent énormément. Si tu ne paies pas et ne peux pas régler tes cartes ou crédits, comme en janvier, les intérêts font vite grimper la dette, donc il faut se concentrer sur le remboursement. D'abord, celles dont les engagements ont les taux les plus élevés, tout en maintenant à jour les paiements minimums de celles qui n'ont pas un taux d'intérêt aussi élevé. Le mois de janvier est fortement recommandé, par exemple, pour déjà prévoir le budget, au moins dans les grandes lignes, pour toute l'année. Si tu prévois de partir en vacances ou si tu as une grosse dépense, ou si ton fils va entrer à l'université ou n'importe quelle autre chose qui pourrait arriver. Si tu dois ou as prévu de payer quelque chose, fais-le. Il faut planifier, redessiner le budget pour toute l'année 2026, voir où faire de petits ajustements, et aussi en fonction de l'objectif que tu as. Et tu sais, si mon objectif était de voyager à tel endroit ou quoi que ce soit, eh bien voilà. Avoir aussi des objectifs sur la façon de générer plus de ressources. C'est aussi important au moment de planifier comment va se passer 2026. Parfois faire certaines pauses, parfois supprimer un abonnement, ne pas dire « Tu sais quoi, eh bien j'ai déjà tout vu sur Netflix, maintenant je passe à HBO ou alors je ne regarde plus ces plateformes. » Éviter aussi, eh bien c'est ça. Et puis économiser même un peu, même si parfois ça semble super difficile, tu te demandes d'où tu veux que j'économise. Eh bien, économiser, que ce soit 5%, 10%, quelque chose, juste pour commencer à constituer ce fonds pour les imprévus. Aussi, car le plus dur est souvent de créer l'habitude. Il existe de nombreux moyens automatisés, comme chez Banorte où cette option est disponible. Et lui dire, ok, tu vas transférer par exemple 500 pesos chaque 20 janvier, chaque quinzaine, etc. Et il le fait automatiquement. Dans une section. Cette section est super, car je ne sais pas si d'autres banques l'utilisent ou seulement celle-ci. Je crois que oui. Mais en fait, dans les sections, tu ne le vois même pas, je ne te mens pas. Non, ça n'existe pas. C'est un dossier de compte distinct, pas un fichier. Et là, je vais avoir une petite caisse, si tu veux. Et regarde, là, il y a vraiment une urgence. Ou bien c'est vraiment pour l'épargne, le long terme, peu importe. Mais là, tu as ces sections, non. Tu ne les vois plus. Parce que parfois, tu commences à prendre dans l'argent que tu as là, et puis soudain, tu te rends compte où sont mes économies. J'étais censé économiser, mais ce n'est plus le cas, parce que tu as dépensé, parce que tu as vu que c'était là, n'est-ce pas? Même si tu retires de la carte de débit et que tu le mets à la banque, ce qui est dans la section ne s'affiche pas, donc c'est super important de le prendre en compte aussi. Eh bien, il faut éviter en ce moment les prêts toxiques, les prêts. Il y a plein d'applications qui, tous les jours, je ne sais pas si ça vous arrive, mais pour moi, ça arrive tous les jours. Écoutez, je vous prête 10 000 pesos, je ne vous les donne pas. Et avec les intérêts, ça devient 20 000 ou peu importe, non. Mais avec des intérêts très élevés, n'est-ce pas? Déjà, je ne demande rien pour commencer, donc si je ne demande rien, pourquoi il m'offre quelque chose? Non, pour commencer. Et puis, cette deuxième chose, par curiosité, tu regardes combien sont les intérêts, et là tu hallucines, ce sont des intérêts qui devraient être criminels. Je ne sais pas, peut-être qu'ils le sont, quelqu'un de compétent pourrait le dire. Ce sont les cuenta-vota, en plus très agressifs. En plus très agressifs, exactement. Mais éviter les prêts toxiques serait aussi idéal en ce moment. Surtout parce qu'après, ce sont les mêmes intérêts qui te ruinent. Bien joué. Exactement. Eh bien, il est essentiel de commencer à ajuster dès janvier et de planifier pour toute l'année, n'est-ce pas? Visualiser quelle dépense sera la plus élevée en 2026. Par exemple, l'inscription et le premier paiement de l'école de mon fils, qui aura lieu en août, par exemple. Eh bien, oui, plus ou moins en février. Non, en février. Ce sont les inscriptions. Et c'est comme ça que tu commences à marquer sur ton calendrier les mois où il y a des dépenses que tu sais qui vont arriver et qui vont avoir lieu. Eh bien, importantes. Exactement. Bon, là, on va un peu plus vers des niveaux plus avancés, mais qui sont aussi faciles à utiliser. Parce qu'avant, si tu voulais un conseil, eh bien, c'était compliqué, ce n'était pas gratuit, c'était cher et non, enfin, ce n'était pas gratuit. À moins que tu aies un ami expert dans le domaine. Mais maintenant, il y a beaucoup d'outils pour les conseils financiers. C'est-à-dire, il y a des outils de tout type. Je dirais d'en chercher plusieurs, non? Et même avec l'intelligence artificielle. Internet regorge d'informations et de nombreux créateurs de contenu spécialisés et compétents.
Il suffit de bien vérifier, car il donne généralement des conseils responsables. Donc je pense qu'il faut chercher. Si à ce stade je ne sais pas combien j'ai économisé, eh bien je ne l'ai pas, et pourquoi je ne l'ai pas, eh bien voyons, non, on ne va pas voir. Quelles sont les stratégies d'épargne ? Il y a plein de stratégies pour économiser. Et qui te permettent de respirer un peu plus profondément, de te sentir mieux, disons, de dormir plus tranquillement chaque jour. Maintenant, trouvez ces outils qui existent aussi pour contrôler les paiements. Il existe des outils qui te rappellent même des astuces, qui te donnent des conseils, qui t'apportent des informations en fonction de tes objectifs. Par exemple, si mon objectif est d'abord, disons un objectif très simple, n'est-ce pas ? Tout ce qui est la petite monnaie, la menu monnaie, comme on dit, la petite monnaie, peu importe, c'est-à-dire les petites pièces, et si ce sont des billets de 20, peu importe. Je vais rassembler tout ce qu'il y a de plus petit dans cette petite boîte, ou dans cette tirelire, puis je vais le déposer sur un compte d'épargne, peu importe. Tu mets tous ces détails là-dedans. Rappelle-moi que j'ai cet objectif, et comme ça, tu atteins tes objectifs. Eh bien, en quelques années à peine, et les années passent vite, tu peux avoir une épargne assez importante. Vraiment, c'est donc cela, si possible, quoi d'autre ? Un autre point important, c'est de changer la mentalité de consommation, c'est-à-dire non, je ne vais plus rien acheter, mais vraiment, autrement dit, ce que tu dépenses par nécessité. C'est-à-dire pas seulement par envie, mais par réel besoin ou objectif. Ne pas céder à la pression sociale, comme devoir aller à une fête et offrir un cadeau parce que les autres le font. Encore une fête, puis une autre, tu continues et je dois acheter des vêtements neufs, tu inventes des histoires. La question, c'est donc de savoir si c'est vraiment un besoin ou si c'est un objectif. Par exemple, un outil pour un logiciel qui est meilleur, un logiciel pour le divertissement, disons une application, un Netflix ou une application qui va me servir pour le travail. Oui, quelque chose comme ça ? Oui, c'est-à-dire, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de façons d'atteindre des objectifs financiers réalistes, et il y a un point On va conclure avec celui-ci parce que je le trouve super intéressant, mais c'est l'un de ceux avec lesquels je me sens le plus à l'aise. Réveillé, non ? Dans la finance, ça n'existe pas. C'est très courant de se comparer, donc moi aussi, c'est très courant. Et ce pote-là, mince, ce pote. Il a déjà atteint cet objectif, et celui-ci et celui-là a déjà des investissements, cet autre a atteint cet objectif. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu aimerais avoir l'objectif de quelqu'un d'autre, mais l'autre l'a déjà atteint. Mais c'est normal, non ? Peut-être pas pour d'autres objectifs, mais oui. À l'ère des réseaux, il est très facile de se comparer. Facile de se comparer, mais justement, aujourd'hui, ça marche bien pour lui. Il réussit avec l'objectif que j'avais aussi, mais lui, ça s'est accéléré pour lui. Eh bien, ne comparez pas le processus. Chaque famille a sa propre situation, et ce qu'on voit ne reflète souvent pas la réalité financière de personne. Alors, ne vous comparez pas à ceux qui l'ont déjà fait, à ce que vous n'avez pas pu faire, ni à ce genre de choses. Tes objectifs sont personnels, pour une raison ou une autre. Tu avances à un rythme différent, parfois plus rapide, parfois plus lent, mais le rythme auquel tu vas est ton propre rythme. Il y a une raison pour laquelle ça se passe de cette façon et observer ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas. Au final, c'est un apprentissage constant. J'en parle avec des amis plus ou moins de mon âge, de ma génération. Et tous les jours, tous les mois. Après que beaucoup ont déjà des décennies dans différents métiers. C'est-à-dire, tous les jours, ils apprennent, tous les jours, ils ont des situations compliquées où personne n'a la vie facile. C'est-à-dire, vraiment, bon, il y en aura certains, oui, mais celui-ci. Mais bon, les gens qui cherchent des objectifs, qui cherchent à prospérer, non ? Ils ne la vivent pas aussi facilement que ça en a l'air ou que ça semble souvent. Oui, et on en a parlé parce que entre amis, on a traversé des moments difficiles, parfois avec de grosses dettes ou peu importe la situation. Et on était tous d'accord pour dire qu'une des choses qui affecte le plus, c'est cette comparaison. Ne pas dire « mince, cet ami-là, ce membre de la famille-là », c'est-à-dire il a déjà envoyé ses enfants étudier je ne sais où, ou il a déjà réussi je ne sais quoi. Et soudain, celui-ci, non. Eh bien, ça attriste, non ? Les gens ne se sentent-ils pas un peu mal ? Nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons nous débarrasser de cette chose et avancer à notre propre rythme, n'est-ce pas ? Chacun doit avancer à son propre rythme. Avancer et ne pas permettre que janvier ou les mois difficiles, parce que pour beaucoup de gens, janvier est un mauvais mois, n'est-ce pas ? Souvent, janvier est mal vu.
à cause de ce sentiment que tu arrives avec beaucoup de dépenses. Je ne sais pas si ça arrive dans tous les pays, mais je suppose que oui, n'est-ce pas? À cause des fêtes et de Noël, ici et là. On dépense plus, et souvent sans contrôle, n'est-ce pas? Et aussi, très souvent. C'est comme en fin d'année, tu dépenses, t'offres et fais des cadeaux. Et puis arrive le 1er de l'an, la nouvelle année commence, et tu te retrouves les poches vides. Ce n'est pas forcément compliqué tout le temps, mais bon, je suis sûr que vous avez plein de bons conseils, et ce serait super de voir vos commentaires. Exactement moi. Avec cette vidéo, on la coupe et on la publie séparément, avec un peu de montage ou quelque chose pour la communauté qui s'intéresse au sujet. C'est l'un des objectifs aussi d'essayer de commenter un peu plus sur la partie financière. Je sens qu'ici, dans le monde hispanophone en général, c'est presque mal vu de parler d'argent. C'est mal vu de parler de tout ce qui est financier. Et je sens que cette partie nous limite, le fait de ne pas en parler, de ne pas l'exprimer. Tu le vois avec les créateurs de contenu. Presque tout le monde parle très librement de s'il gagne ça, s'il perd ça, oui, enfin, ils le disent. Ici, personne ne dit s'il a gagné ou perdu un centime. Personne ne veut le dire, parce que tout ça, c'est tabou, c'est-à-dire que l'argent est presque tabou pour beaucoup de gens. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faut se débarrasser de ces choses qui nous empêchent d'avancer, mais bon, passons à d'autres sujets importants. Découvrons quelques bizarreries qui circulent sur Internet. Oui. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé? Quoi de neuf? Comment s'est passé votre week-end? J'espère que vous allez bien. Il y a des habitudes. Dit Panterita. Oui, des habitudes. Les habitudes font le moine, comme on dit par là. Oui. Aussi comme l'éducation financière, non, il n'y en a pas beaucoup ici au Mexique. Oui. Oui. Salutations à Jorge Herrera depuis Salinas, Équateur. Le problème, c'est qu'il s'endette pour paraître ce qu'il n'est pas. Et c'est pourquoi, quand les fêtes sont passées l'année suivante, ils sont effrayés. Oui, bien sûr, beaucoup de gens disent « il faut que je le fasse », c'est-à-dire « il faut que je remplisse cette obligation », non? Et en fait, il ne l'a pas. Et il s'endette pour quelque chose qui, très souvent, finit à la poubelle. Tu dis que les gens s'endettent parce que le cadeau va peut-être finir à la poubelle? Oui, le crédit ne devrait pas servir à ça, enfin, voilà. Et tu as totalement raison. Enfin, oui, c'est ça. Je ne sais pas, j'ai même l'impression que, ici, je ne sais pas si ça vous arrive. J'en ai aussi parlé avec des amis cette année. Et vous avez remarqué qu'ici, en Amérique latine, et je crois qu'en Espagne aussi, plus ou moins pareil. Mais c'est comme si, dans le monde hispanique, on n'est pas trop... Enfin, on est solidaire, on s'entraide. Oui, c'est vrai, mais on fait rarement équipe. En affaires, entre potes, entre gens. C'est-à-dire, et bon, c'est un peu bizarre, non? Et donc j'ai commencé à penser que je devrais avoir des amis qui font de nouvelles choses ensemble, et je crois que c'est tout. J'en ai un ami, celui-ci dont je sais qu'il a fait des affaires avec des amis, et je sais que ça s'est bien passé pour lui. Non, je ne demande pas. Ça m'est complètement sorti de la tête après un moment. Mais à partir de là, j'ai demandé à plusieurs personnes et ils m'ont dit non, je n'y ai même pas pensé. C'est-à-dire que ça ne m'est même pas venu à l'esprit, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Et tu as des amis à qui tu pourrais te confier. Ta vie, bien sûr, mais pas pour les affaires. C'est-à-dire, c'est vraiment étrange, mais pour les affaires, non. Ils disent que c'est pour préserver l'amitié. Mais pourquoi la perdrait-on? Était-ce vraiment de l'amitié? C'est-à-dire, c'est vraiment étrange. Mais il faudrait changer certains schémas de pensée qui nous ont beaucoup limités. Et si tu regardes comment ça se passe dans d'autres pays, et comment ça se fait, comment Google est né et comment toutes ces entreprises sont-elles apparues. Dans un groupe d'amis qui se sont réunis pour faire un projet et changer le monde, fondamentalement non. Le film qu'on a vu sur BlackBerry, que je vous recommande vivement, c'est un groupe de geeks... Chaotique? Des nerds totalement chaotiques. Et je le répète, parce que tout le film est très bien géré dans ce chaos qu'on ressent entre amis. Et à un moment, ils doivent devenir sérieux. Mais la compagnie est déjà incroyable. Et à un moment, ils doivent devenir sérieux. Parce que la compagnie devait aussi l'être et devait continuer à grandir.
Et on ne peut plus continuer à jouer, mais je continuais à jouer, en gros, donc. Et c'est pour ça que je sens que parfois, il y a cette grande différence. Certains projets aboutissent et d'autres n'aboutissent tant pas autant. Et ici au Mexique, oui, ça arrive, c'est possible, mais ce n'est pas aussi courant qu'ailleurs, non. Et il semble que là-bas, le non-président du Venezuela, il paraît qu'ils l'ont déjà mis, il est déjà en place. Il s'appelle Donaldo Trumpo. Trompo. Trumpo. Bonjour les amis, je suis votre nouveau président, Monsieur Donaldo J. Trumpo. Votre ancien président, Monsieur Maduro, n'est plus votre président. Il n'a pas arrêté de parler mal, tu sais, de faire n'importe quoi, et au final, il l'a bien cherché. Nous allons rendre le Venezuela grand à nouveau, très grand, encore plus grand et meilleur que jamais auparavant. Nous allons forer sans cesse et organiser une grande fiesta avec tous les tacos que vous voulez. Beaucoup de mariachi, dit-il. Et de sexy mamacitas et de délicieuses margaritas. Et le président Trumpo va être disc jockey, d'accord? Muchas gracias, muchachos. Et faisons un aïe. L'ex-président Trumpo, il va être disc jockey, donc Maduro accepterait vraiment un travail de disc jockey. Oui. Venezuela de nouveau grand, en avant les amis. C'est-à-dire, il mélange des choses avec le Mexique, avec le Venezuela, avec les États-Unis. Eh bien, évidemment, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Où plus il y a de nouvelles, plus ils sortent de mèmes, n'est-ce pas impressionnant la quantité de mèmes de toutes sortes? Certains très osés, d'autres plus tranquilles ou légers, certains plus drôles, d'autres moins. Non, vraiment, mais il y a de tout en cette saison. Eh bien... Celui-là n'est plus orangé, celui-là n'est plus Cérou. Ici, nous allons nous retrouver avec Pancho, Roble, Adilson et nous irons au coin de la rue où Raoul sera. Et nous mettrons en commun pour une bière, dit Roubles. Vous avez déjà votre équipe là-bas, exactement? Salutations. Salutations à Wyckoff, il demande si vous parlez Spanglish. Oui, il le parle, il est peut-être président-tu. C'est le président-tu. Sans blague et salutations à Benito. Salut Benito, je ne suis pas tombé, ça y est, j'arrive, je nage. Ça fait plus de 40 ans que je bois, mais j'y vais à mon rythme. Salutations à Pantelita. Salutations à Elvis Cochita. Salutations à Pantelita, dit-elle. C'est ce que je dis. Il ne faut pas rester bloqué sur une seule façon de penser, il faut se civiliser. Salutations Pantelita. Salutations, comment vas-tu? Très bien, ici c'est Christy qui parle. Quand nous partons en vacances quelque part, nous commençons des mois à l'avance et, au moment du voyage, tout est déjà entièrement payé. Nous préférons avoir des voitures un peu plus anciennes, mais nous n'avons de dette que pour la maison. Très bien. Très bien, parfait, Christy. Axel Rowe affirme ici, la faute vient du catholicisme, contrairement au protestantisme, car les États-Unis évoluent différemment de l'Amérique hispanique, notamment sur le plan économique et religieux. Faire le lien avec le socialisme? Regarde, voilà le détail. Je ne sais pas comment il le commente, mais j'ai une théorie similaire concernant le catholicisme. On t'apprend énormément. Que l'argent maintenant, ce n'est plus autant. Ça a déjà commencé à changer. Mais à l'époque, on te disait essentiellement que l'argent était mauvais, que c'était un péché. Qu'est-ce qui passe en premier par le chat de l'aiguille? Je ne sais plus qui passe. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche. Ah, exact. Ce genre de détail n'aide pas, non? Alors, qui voudrait prospérer? Personne, non? Eh bien, si c'est un péché et que c'est mal, tu vas en enfer. Si tu réussis, alors non, n'est-ce pas? Mais c'était une idée qui a beaucoup été utilisée dans le catholicisme et qui s'est profondément enracinée dans la société, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, les chrétiens ont pris un chemin différent, et tu vois comment les pays chrétiens, eh bien je ne sais pas s'ils n'enseignent pas cette partie-là. Comme si l'argent était mauvais, en gros, mais c'est que je demande à Astrid parce que son grand-père était pasteur protestant, alors je me dis qu'ils ont, et en fait et en plus aussi. La tendance chez les protestants était d'avoir 1 ou 2 enfants, la tendance chez les catholiques était d'avoir autant d'enfants que possible. Bon. Ils le mettent dans un de ses sketchs de Monty Python Monty. Tu remarques à peine parce que tu vois que le voisin catholique a un certain nombre d'enfants et que le protestant en a 2 ou 3. Ils sont très sérieux, ont une belle maison mais restent vraiment coincés, non? Oui. Oui. C'est-à-dire, ils critiquent des deux côtés, bien sûr. Évidemment, les choses ont changé et petit à petit, espérons que ces mentalités vont évoluer.
Ce n'est pas qu'une religion ou une autre soit mauvaise ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'il y a des éléments culturels, tu vois, qui s'enracinent là-bas. Et il y en aura sûrement d'autres, tu vois, mais celui-ci, voyons, c'est Christian, voyons. Je trouve celui-ci, les catholiques avec un H, n'est-ce pas, catholique? Salut Salvador David, comment vas-tu? Oui, vous pouvez voir qu'il est excellent. Celui-ci, ça fait partie. Ça fait partie du sens de la vie. Donne-moi ton cœur, moi oui. Oui, je crois que oui, ça fait partie du sens de la vie. Non. C'est que c'est bien. Pour cet épisode, regarde, vérifiez-le, c'est qu'ils sont voisins en fait. Regarde. Alors, La famille qui est cela. Laisse-moi le faire plus petit. Ce sketch est vraiment génial, mais il te montre une réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, jusqu'à un certain point, il ne dit pas « voilà », il dit. Regarde-le, ce fichu catholique, non? Il le dit avec l'accent anglais, non? Le protestant en face, non? Et alors, hein? Eh bien, il est là, il s'en prend aux catholiques, il s'en prend à eux parce qu'ils sont nombreux. Ils sont tous là, tout raides, tout seuls, voilà, abandonnés. Et les catholiques, mais riches et d'en face, vivant dans une famille catholique très pauvre et pleine d'enfants. Non, et tous, eh bien, sans manger ni rien, non, eux, ils mangent bien, tranquillement, là, oui. Et puis, ils sont là à se moquer du petit. C'est lui qui dit que c'est ça, l'homme. les femmes sont toujours des hommes. Oui, ce n'est pas un acteur. Et celui-là, mais bon, si vous pouvez, regardez l'épisode, enfin, si vous pouvez, regardez-le. Celle de Camino Flash, qui est composée de nombreux sketchs. C'est un film, mais il y a beaucoup de sketchs où ils font différentes critiques. Pas seulement au système financier, à la religion, à ce que tu veux, non? Oui. Par exemple, il y a « Ce n'est pas celui-ci », je ne me souviens plus lequel des Monty Python, où ils parlent d'une interview avec le président des États-Unis dans le bureau ovale. Et ils disent « Non, on a déjà baissé ça, on a déjà élargi, on a augmenté les emplois. » Et on voit qu'à l'extérieur de la Maison-Blanche, il y a une file de personnes et un énorme trou. Et toutes les personnes se jettent dedans pour créer de l'emploi. Autrement dit, ils se sacrifient pour laisser leurs emplois à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a déjà moins de personnes au chômage, n'est-ce pas? Ils sont en train d'éliminer le chômage. Oui, exactement. Eh bien oui, ce sont des parodies avec des choses là-bas, avec, des messages intéressants, drôles, il dit. Salutations. Salutations, Dorian, que disent les pépés? J'aimerais que les États-Unis soient Cuba, dit Dorian. Eh ben non, je ne vois pas Trump s'y intéresser, je pense qu'il attend juste que ça s'effondre tout seul. Tu crois? Oui, je crois que oui. Ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt, tu sais, comme ils disent, de façon indirecte, oui, voilà, indirectement. Salutations, dit-il. Ce n'est pas un arbitre s'il ne connaît pas la boxe, dit Carlos Martinez. Un bon arbitre doit connaître la boxe, non? Salutations, comment vas-tu? Très bien. Oui, ce sont les Irlandais contre les Anglais, oui. Oui, c'est ça, ce sont les Irlandais contre les Anglais. Exactement celui-ci. Salutations, Carlos Martinez. Salutations, Carlos. Ayez la capacité de plaisanter avec la religion. On ne critique rien, hein? Oui? Salutations à Wix, il dit. Donnez déjà votre dîme pour ceux de l'Église de la Lumière. Je ne sais pas, oui, imagine. Salutations, il dit. Au Chino Chicharito, on lui interdisait de faire le signe de croix quand il jouait dans des équipes écossaises contre des Écossais. Ah, c'est fou, je ne savais pas, c'est vraiment fou, oui. Dit Raoul Sachs. Avant, j'étais de l'église autiste. Baptiste. Baptiste, et non, il ne plaisante pas, il dit que mon saint était Saint Jean l'Autiste. Salutations, très bien, celui-ci dit ok, salutations, très bien, Emma Dorian Raoul. Il y a d'ailleurs un film à part de cela. C'est japonais, un animé, mais c'est un film, non? Enfin, ce n'est pas une série, non? Et j'étais là, hein? Ça s'appelle 100 mètres. Oui, ça s'appelle 100 mètres. C'est intéressant. Si vous pouvez, regardez-le. On reste ici en pause, on est là. Voyons voir qui. Astrid s'est endormie. Réveille-toi, non. Eh bien, il dit, comment ça va? Salutations, très bon Gérèse, bonne nuit à tous, il dit. Je reviens au début, non? Super, comment vas-tu, Gérèse? Celui-ci? Vérifiez-le au début, et ici nous sommes en train de discuter, Ricardo, comment vas-tu? Aussi. Salutations à Ricardo, très bien, voyons quel jour tu veux.
On fait une émission spéciale, mais sur les affaires, c'est-à-dire pour parler, plus que d'économie. Oui, parler de petites ou grandes expériences personnelles ou proches, pas de sujets d'affaires. Au Mexique, le bien et le mal servent à apprendre à tous. Excellent Fernando Gutiérrez, comment vas-tu? Très bien Fernando, quoi de neuf? Comment ça s'est passé pour toi là-bas? Salutations depuis la terre du chocolat, celle des couteaux suisses aussi, n'est-ce pas? Et vous voyez comment c'est, salutations. Là, depuis qu'elle est au pouvoir. Avant, elle était plutôt appréciée. Maintenant, c'est terrible, dit-il. Non, moi je l'ai toujours trouvée insupportable, mais c'est vrai qu'elle s'est déjà disputée avec quelqu'un en Italie pour tout ce qui s'est passé. Oh non, ce salut vient d'Alfonso Galoso, comment vas-tu? Et aussi à Dorian, Pépé demande ce que tu penses de la fin de Stranger Things. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas la fin, salutations. Voilà ma théorie. C'est une ruse de Netflix pour te donner la vraie fin bientôt. 1, 2 ou 3 épisodes de plus. Et voici plusieurs théories pour toi, hein. Ceux qui ont été attentifs et ceux qui ont vu la série vont se souvenir de plusieurs points intéressants. Toute la série. Ils ont été très méticuleux pour que tout corresponde à l'époque, oui. Par exemple, les vélos qu'ils utilisaient, ils sont allés les chercher chez des collectionneurs, ils ont payé une fortune pour avoir des vélos exactement de l'époque de la série. Tous les vêtements, tous les détails, oui, et dans cet épisode, tout cela a complètement été brisé. Par exemple, lors de la remise des diplômes, certains portent de l'orange, une couleur autrefois utilisée mais qui ne l'est plus aujourd'hui. À l'époque de Vegna, là-bas dans les années 50. Alors, que veut dire bateau? Tu es en train de tout dire comme un spoiler? Non, je ne spoil rien du tout, non, je ne spoil rien parce que ça n'est pas arrivé. Oui, ça n'est absolument pas arrivé, tout ce qui se passe. Beaucoup de choses qui sont là coïncident avec l'esprit de Vegna, mais ne correspondent pas à la réalité de cet endroit. Il y a des scènes, regardez bien, revoyez l'épisode, surtout le dernier, il y a des scènes où les gens regardent la caméra. Ils brisent le 4e mur, ce qui n'est pas fait dans toute la série, ils brisent le 4e mur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de signes, non? Alors, quoi d'autre? Il y en a vraiment beaucoup, et pas seulement celle-là. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en train d'écrire tous les détails. Ah, dans les livres, tu vois qu'à la fin, ils font une scène complète. Bon, cette partie-là, je vais la spoiler. Enfin non, je ne dis rien, mais il y a des choses que je vois que je ne peux pas dire parce que je spoilerai. Ce qu'ils vérifient bien, ce qui se passe n'est pas la réalité, ce qui se passe. Il y a des personnages qui n'apparaissent pas, il y a des situations que je ne veux pas dire qui auraient dû apparaître. Il y a plusieurs situations là qui montreraient simplement que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, et pour vous donner le dernier détail, ils sont indexés sur le site de Netflix, mais depuis la page, il y a 3 épisodes de plus qui sont indexés. Si tu cherches, tu vois, par exemple, Netflix affiche Artist Cap 1, oui, ok, tu vois Cap 1, Cap 2, Cap 3, Cap... Comme ça, non, de toutes les saisons. Quand tu arrives au dernier épisode et que tu ajoutes un épisode en plus, il t'indique qu'il y en a un, oui. Il y a une indexation pour ça, mais ensuite il t'indique que la page existe, sans rien afficher. Et les épisodes, 3 épisodes de plus, et si tu en ajoutes un 4e, il n'y a plus rien d'indexé. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être 3 épisodes de plus? Autre chose, à chaque fois qu'il y a un épisode, ils publient un post sur Netflix, une sorte de vignette avec les informations, ils te disent épisode temps. Je ne sais pas quoi, et ils te mettent en ça, hein? Un épisode 1, un écran noir que Netflix n'a pas expliqué, qui vient après le dernier épisode, ils ont mis un écran noir où ils ne te disent rien d'autre, hein? C'est là qu'est le truc. Je crois qu'il y a 7 jours pour, hein? Comment ça va pour ceux chaque semaine, l'esprit et le système, comment ça va? Je ne me souviens pas, je n'ai pas trop compris ça, c'est comme si ça durait 7 jours chacun, celui-ci. Je ne me rappelle plus comment fonctionnent les 7 jours. Quelqu'un s'en souvient-il? Mais il y a une annonce qui va être faite exactement le 7e jour par Netflix, on ne sait pas ce que c'est à propos de Stranger Things. Alors, s'il ne se passe rien le 7 janvier, eh bien ça veut dire que toutes les théories qui circulent sur Internet, eh bien elles tombent à l'eau, ce ne sont que des hallucinations, ce sont
Ce sont des hallucinations. Mais oui, hein? À moins qu'il n'ait eu une mauvaise fin, c'est-à-dire, il a eu une fin, hein? Non, enfin, comme je l'ai dit, ce n'est pas anormal que cela arrive déjà. Netflix a déjà fait ça avant, il l'a déjà fait, hein? Des séries où ils disent bon que c'est fini, et puis après non, ce n'est pas fini, ils sortent un épisode supplémentaire, non? Celle-ci. Je crois que ça s'appelle Sandman ou quelque chose comme ça. La série dont vous me parlez, ils ont fait quelque chose de similaire, non? Oui, alors, hein? Ne spoilez pas, s'il vous plaît, que chacun le regarde, et voilà, mais oui, c'est là, hein? Eh bien, ça ne me dit rien, non, moi ça ne m'a plu, ça ne m'a même pas accroché. Stranger Things, c'est bon, c'est fini pour moi. D'accord. Salutations à Joshua, qui affirme que Cuba n'a ni ressources naturelles, ni intérêt pour le gouvernement américain. Est-ce difficile qu'un jour il fasse quelque chose pour elle? Salutations à Astrid et Pépé, continuez votre travail, c'est génial. Oui, mais elle a des ressources, hein? Oui, elle a beaucoup de ressources pour commencer la position, c'est-à-dire, non, si. Une position déjà importante? Tu n'as pas besoin de plus de ressources. Si c'était ça, ils auraient déjà pris le Congo. Le Congo est déjà plein de ressources. Quelqu'un disait cet après-midi, je ne me souviens plus si c'était Alex Géo ou quelqu'un d'autre, c'est que le Nicaragua n'a pas de ressources. Qui a dit que le Nicaragua n'a pas de ressources? C'est-à-dire, c'est ignorer toute la richesse minière que possède ce Nicaragua, et même le Nicaragua comme ça, avec un régime dictatorial. Malgré tout, le pays a continué de croître ces dernières années. 4, c'est-à-dire, il affiche une croissance, disons, standard, non? C'est-à-dire, non, on ne dit pas que c'est un pays riche ni rien, mais c'est un pays qui connaît une croissance. C'est-à-dire, pour ça, et il était complètement bloqué, tout ce que tu veux, mais il affiche une croissance, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que là, tu ne montres pas qu'il y a des régimes très bloqués. Mais là, peu importe comment ils s'y prennent, ils font avec les comptes qui sortent. Plus ou moins, non. C'est un régime terrible, très répressif, peu importe. Mais bon, la partie économique, c'est la partie économique, non? Donc cette partie-là, eh bien voilà. Et dire que le Nicaragua n'a pas de ressources, eh bien si, il en a. En fait, tous les pays en ont. Ce n'est pas pour rien que la Chine s'y intéresse? Oui, bon, en plus, géographiquement, le Nicaragua est dans un pays super important. C'est-à-dire, c'est un pays dans une position vraiment stratégique. Tellement que la Chine a cette idée de faire une sorte de projet, un peu comme le canal de Panama, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vois, là, imagine-toi. C'est-à-dire le Nicaragua dans cette position en plein cœur de l'Amérique centrale, entre le Costa Rica et le Honduras, avec une sortie sur le Pacifique, une sortie sur l'Atlantique, sur la mer des Caraïbes. Non, c'est idéal, tu vois. Tous les pays n'ont pas besoin de pétrole pour être riches. Je me suis souvenu quand le président d'Argentine, dont j'ai oublié le nom, celui qui était là quand Donald Trump était président, qui a dit au président d'Argentine pourquoi il ne prenait pas l'Uruguay. Comme ça, il pourrait avoir les deux côtés de l'océan. Enfin, c'est la façon de penser de Donald Trump, non? Jusqu'ici. Je veux dire, il ne disait pas à l'Argentine... C'est pour ça que l'Argentine... Ah oui, il disait à l'Argentine, pourquoi tu ne prends pas l'Uruguay? Pas le Chili, pourquoi tu ne prenais pas le Chili? C'était le Chili, oui. Chili? Ah d'accord, le Chili, oui. Oui, non, parce qu'ici c'est moins. Ah oui, c'est vrai, c'était le Chili, pardon. Pardon, oui, je disais. C'est juste un petit morceau, c'est-à-dire... Prends-le. C'est un petit morceau, parce que peut-être qu'ils ne prennent pas tout, et voilà. Eh bien mal, c'est-à-dire... C'était la proposition de Trump au président du premier mandat, non, avec celui qui était à ce moment-là en Argentine. Pas un ancien président. Plutôt oui. Un ex-président ayant rencontré Trump et lui disant cela. Mais bon, le fait est que, eh bien, les gens aiment commenter. Que ce soit les ressources, ceci ou cela, eh bien, à votre avis, qui détient les ressources du Venezuela et ne parie sur rien? Eh bien, la Russie, la Chine, les États-Unis aussi. D'ailleurs, ils continuent aussi à acheter et à emporter du pétrole de là-bas, mais maintenant sans investissement, n'est-ce pas? En somme, ils l'ont oublié là-bas. Le pétrole n'évolue ni ne produit ce qu'il devrait. Oui, à la capacité qu'il pourrait générer, n'est-ce pas? Alors imaginez avoir, eh bien, plusieurs entreprises, pas seulement des États-Unis, mais aussi d'autres pays. Évidemment, non, oui. C'est-à-dire le truc... C'est que les gens prospèrent, non? En ce moment, ils ne produisent même pas d'essence. C'est-à-dire que l'essence, ils doivent littéralement l'importer. C'est-à-dire qu'ils envaipent le pétrole, puis ils le ramènent pour qu'on leur en donne. C'est fou, non? Ce sujet est hallucinant. Dit Capixel, qu'il laisse notre couloir tranquille. Et Marcella dit oui, trauma en conseillant l'Argentin terrible. Oui, terrible. Terrible. Comment cela lui vient-il à l'esprit? Bonjour Lucia Escudero, comment vas-tu? Salutations, aussi salutations. Ah,
Rubrox dit « Non, eh bien, on m'a déjà raconté toute la série, rien, rien, rien. Salutations aussi à Chris, il dit que ça ne l'a même pas accroché, il est à la fin, dis-lui que c'est comme ça. » Salutations à Omar, comment vas-tu Omar? Salutations Christy. Oui, non, non. En vérité, ça a bien commencé, mais ensuite ça a décliné. Disons qu'il lui a manqué, on va dire, le punch final. Comme ça, super soigné. Aussi. Oui, bon, il y avait beaucoup de tension au sein de l'équipe, comme s'ils ne s'entendaient pas très bien, donc oui, je pense que ça se remarque, c'est-à-dire qu'il y avait une ambiance un peu particulière. La série allemande Dark, qu'on a adorée, Dans Dark, par exemple, ils ont vraiment mis de l'effort. le bon avait une légère touche de ce thème, mais pas de cette sensation. Et c'est comme s'ils avaient atténué cette partie et accentué un peu plus le côté pop, mais pas le côté populaire. Et donc c'est bien, d'accord, ok, cool, mais l'autre donnait l'impression que, enfin... Ça a toujours été très populaire. Non, 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 mais je sens qu'il avait un truc. Je ne dis pas qu'il était comme ça, il avait un truc, non, évidemment il était populaire, mais il avait un truc. C'est-à-dire, on sentait vraiment le mystère. Et dans celui-ci, eh bien, non, plus maintenant. C'est comme, ah bon, des poursuites et tout ça, mais sans cette touche plus mentale, tu vois. Et tout ce délire des dimensions, toute cette partie-là. Mais c'est comme si ça, c'est fini, c'est tout. Je préférerais voir plus le personnage, celui avec les dents, le gamin. Ah, oui, ça t'a encore dérangé qu'il le rende si grincheux? Tout. Tout est gris. Un peu aigri, ça ne lui allait pas. C'est-à-dire que, pour moi, c'était la clé du personnage, de la série, celui qui représentait la série. Pour moi, selon mes goûts et mon style, c'était lui qui représentait la série. Parce que, eh bien, c'est lui qui aime vraiment le mystère et qui est le plus profondément impliqué là-dedans. Mais voilà, regardez Dark, s'il vous plaît, car je vais bientôt faire une émission spéciale. Pas sur la série, mais sur quelque chose que certaines autorités des États-Unis ont révélé. Et c'est en lien avec la série Dark. C'est vraiment fou, non? C'est-à-dire, oui, si on pense que les objets et les espaces, je vous dis que c'est cool. La petite lumière, les dignes, les ovnis et tout ça. Cependant, il existe un sujet bien plus profond que ce que fait la petite lumière. Et qui a plus à voir avec la question du temps, avec la question des dimensions et avec ces choses-là. Et c'est de cela qu'il faut parler. Ça m'a plu que récemment, une haute autorité des États-Unis ait mentionné la série Dark. Alors, tu te souviens? Vous regardez la série? Oui, il a fait un commentaire fort. Oui, c'est vrai, c'est fort si vous regardez la série. Vous allez comprendre à quoi je fais référence. Regarde ce portail de Dark, imagine, salutations de la part d'Omar, pas de guerre ni de spoiler. Pépé? Quelle folie, n'est-ce pas? Même si les danses, les blagues de Maduro, c'est ce qui, au final, a fini par exaspérer Trump. S'il n'avait pas été aussi drôle, parce qu'il arrivait à gagner le cœur d'autres personnes, mais pas celui de Trump. C'est-à-dire, même si tu ne l'aimais pas, il te faisait rire, oui. Il te faisait rire. Oui, c'est-à-dire, il avait cette capacité, exactement. Pépé, je sais déjà ce qui s'est passé avec l'affaire Einstein, ce n'est pas Epstein, eh bien voilà. Oui, on continue d'en parler. C'est pour ça que tu parles aussi du Venezuela, pour dire qu'on ne parle pas du sujet. Oui, il dit salut à celui-ci aussi. Mais on continue d'en parler. En ce moment, le pouvoir judiciaire enquête sur 5 millions de documents supplémentaires. Il se peut que beaucoup plus de documents apparaissent soudainement. Les gens sont très en colère, parce qu'il aurait fallu révéler des informations qui ne l'ont pas été. Une partie a été révélée alors qu'elle ne devait pas l'être. Bref, tout est à l'envers. Donc en ce moment, ce sujet est très mal géré et beaucoup plus d'informations ont émergé. Le volume d'informations sur l'affaire est énorme, vraiment énorme. Il dit que ça m'a touché quand la chanson Purple Rain de Prince et Joshua est sortie. Il dit que c'est très vrai. L'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est de l'aimer. Salutations. Salutations. Comment vas-tu? Oui, enfin, au bout du compte. Eh bien maintenant... Ce n'est pas l'argent, mais plutôt la tranquillité d'esprit qu'il peut apporter pour certaines choses. Quelqu'un disait que ce n'est pas tant une question d'argent, mais plutôt la tribulation que l'argent génère. Il disait quelque part que c'est une tribulation. C'est un terme biblique qui désigne peine, tourment, affliction morale ou angoisse. Oui, mais cela aussi te le provoque. La pauvreté aussi. En fait, je crois que la pauvreté te le provoque plus que la richesse. C'est-à-dire, la tribulation est provoquée par l'attitude que tu as
face à une situation dans tous les cas, que ce soit la richesse ou la pauvreté, mais surtout la pauvreté. Parce que, imagine, ne pas pouvoir nourrir tes enfants, évidemment cela va te causer de la peine, cela va te causer une tribulation, une affliction, une angoisse comme on dit, mais aussi si c'est mal géré. N'importe quel terme de prospérité, c'est que c'est ce que j'ai, je veux dire. Il y a des gens qui se saoulent, pour le dire comme ça, même s'ils n'ont que 3 pesos, non? Mais ils trouvent le moyen de se saouler, non, pour dire quelque chose, non. Ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir de l'argent, parce que s'il avait de l'argent, c'est pour ça qu'il passe son temps comme ça. Non, il y a des gens qui, même sans argent, vont quand même se saouler. C'est-à-dire, c'est plutôt une question de maturité de chacun, mais cette maturité existe avec ou sans argent. Donc, la faute qu'on met sur l'argent, en fait, c'est plutôt la personne elle-même, n'est-ce pas? En tout cas, pas exactement. Il dit « Ah, ils sont allés là-bas aussi ». Quelle honte que la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, demande la libération de Nicolas et ait demandé la libération de Nicolas. Je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas demandé. Non, elle a dit ne pas être d'accord avec l'intervention. Laisse-moi vérifier ce qui se passe. Eh bien, en tout cas, moi pour l'instant, je n'ai pas trouvé qu'elle l'ait dit, mais... La demande concernait la non-intervention au Mexique. C'est ce qu'ils doivent dire, je veux dire, tous les pays doivent le dire, parce que sinon tu ouvres la possibilité à quelqu'un de le faire dans ton propre pays. Exactement, pas tous les pays. Je veux dire, même le Royaume-Uni, la France, l'Italie, en gros, tous les pays d'Europe ont été contre la manière. Mais aussi d'un autre côté, en faveur du fait qu'il reste là où il est, n'est-ce pas? Que ce soit bien clair aussi, non? Mais oui, bon, la caméra ne bouge pas par ici, pas par là. Voilà, comme ça. Dit ce Mercedes, comme on sait saluer au Vatican, c'est très tribal. Très troublé, vraiment très troublé. Comme l'a été Mercedes. Merci beaucoup pour ton soutien. Énormément, dit-il. L'argent n'est pas tout, juste 99%. C'est délicieux, dit celui-ci. Un dicton dit, là où il pleure, c'est là qu'est le mort, dit-il. Il faut être fort, mais c'est bon, salutations, dit-il, celui-ci. Il dit qu'une chose, c'est d'attraper quelqu'un qui a pris le pouvoir comme Maduro, et une autre, c'est de s'en prendre à un pays avec un gouvernement élu. Exactement, c'est très différent, totalement. C'est pour ça que les partisans de Petro savent qu'ils vont le faire à cause de lui. Oui, c'est comme si celui-ci, rien de tout ça, ce ne serait même pas, enfin, l'idéal. Pas du tout, parce que là, tu t'embarques dans quelque chose qui en fait n'existe pas. Alors là, la souveraineté d'aucun pays n'entre en jeu dans ce cas-là, donc là, le commentaire que j'ai vu jusqu'à présent de Sheman, eh bien, ça a surtout été une critique. Non, eh bien, l'opération qui a eu lieu, en gros, le sujet qu'il a abordé, eh bien, ce n'est pas seulement de lui. Je crois que c'est, comment s'appelle celle de lui? Milei, par exemple, a été le seul en Amérique latine à féliciter, il a dit félicitations. Et Samarilandia aussi. Oui. Marilandia veut aussi gagner des points. Bien sûr, et je m'imagine toujours le nouveau FON à la Maison-Blanche. Ni avec les durs, ni avec les durs. C'est-à-dire, oui, imagine-toi qu'ils ne vont pas l'embaucher. Ils vont juste le garder là au cas où ils en auraient dit besoin. Disque jockey non, et donc ils vont juste le garder là. Salut, comment tu vas? Lucia? Salutations à Panterita Wilco Farulos. Alex, comment tu vas? Très bien, Maria Elena, comment tu vas? Très bien. Salutations, il dit. Moi aussi, c'est comme si je les comprenais ainsi. Il manque une fin. Salutations à tous, vas-y, salutations Elena. Oui, je crois qu'il manque une autre fin et on verra comment ça se termine. Diadas, la libération de Maduro n'a pas été demandée? L'assaut a-t-il été désapprouvé? Ce qu'on dit, c'est que le Mexique bouge diplomatiquement pour essayer de freiner Trump, pour qu'il arrête de menacer. Exactement. Et dis le 4, dis. Je pense que les seuls qui pourraient se plaindre de ce que fait Trump, ce sont les Vénézuéliens, mais au moins ici au Chili, les Vénézuéliens ont fait la fête. Bien sûr, exactement, on ne dit pas que les gens qui vont se battre contre ce qu'ont fait les États-Unis ont mauvaise mine, et ils commencent à se disputer avec les Vénézuéliens qui disent que c'est bien qu'ils le fassent, qu'on en a besoin, c'est vraiment mal de faire ça, d'aller critiquer les Vénézuéliens, qu'ils l'acceptent. Oui, non. C'est-à-dire, ici, par exemple, il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu aller manifester pour libérer Maduro. Des Vénézuéliens sont vite arrivés à Nuevo León, Monterrey, pour leur demander ce qu'ils disaient.
Oui, on l'a aussi vu à Porto Rico et dans d'autres régions où ils ont dû se battre avec des gens, dit-elle. El Kateri, elle dit que pour cela, il faut le faire avec des preuves irréfutables, pas sur la base de présomption, c'est là la différence. Oui. Salutations El Kateri, comment vas-tu? Bon, eh bien allons-y. Allons-y les gars. Nous sommes sur WhatsApp et Telegram pour vous notifier, mais aussi sur Facebook, X et Instagram. Et je pense que c'est bon maintenant. Eh bien oui, super. Passez une excellente soirée et profitez de ce week-end. Je pense que maintenant, à partir de cette semaine, de ce lundi, tout le monde commence vraiment. Les enfants ne reprennent les cours que la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Ah, il reste 1 heure, 1 semaine et demie. Tranquille. Merci Rublox pour les abonnements. Salutations Rublox, merci, salut à Mercedes et à toute la communauté qui nous soutient. Une étreinte, on se voit demain. On sera là tôt, à bientôt. Nous interrompons votre programme. Merci de suivre la vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense, pure. L'insolite est réelle, pure. Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct. Contrôle le signal Pépé et Astrid dit la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur. On fait l'appel. Abonne-toi. En direct à la maison. Oui, monsieur.